Nous nous retrouvons toujours au Salon de la Photo 2025. Là, nous sommes sur le stand de Canon en présence de Marie qui va nous donner les produits phares présentés cette année et nous parler ensuite du marché et de l'évolution de technologie, l'influence de l'IA. Marie, au niveau de cette année, qu'est-ce que vous présentez? Quel est l'appareil phare que vous présentez aujourd'hui? Bonjour, déjà bienvenue chez Canon. Cette année, j'ai envie de vous parler de trois appareils qui sont phares. Il va s'agir d'un appareil compact, le V1, qui est dédié à de la vidéo. On a fait d'ailleurs une démonstration derrière en live. J'ai envie de vous parler du R50V, un appareil hybride qui s'adresse aux créateurs de contenu qui veulent aller plus loin, et une caméra professionnelle, la C50, qui vient d'être annoncée et qui s'adresse aux vidéastes professionnels. D'accord. Et au niveau des amateurs, quel est l'appareil qui serait le plus adapté à faire aussi bien de la photo que de la vidéo, qui serait mis en avant par Canon? Alors aujourd'hui, on a toute une gamme qui va venir s'adresser aux amateurs, une gamme d'appareils photo hybrides, donc on va dire à partir du R100 jusqu'au R5 Mark II. Donc on est soit sur un capteur APS-C, soit sur un capteur plein format, voilà, pour les différents usages. Et au niveau de la recherche et du développement, quelle est l'influence de l'IA sur les BIOS de l'appareil, enfin les systèmes qui les gèrent, et quel est l'objectif chez Canon de cette évolution? Aujourd'hui, on a toujours beaucoup d'avancées technologiques qui sont poussées, et l'IA nous permet d'améliorer nos algorithmes, notamment en termes de suivi des sujets et donc de mise au point d'autofocus. D'accord. Et pour finir, que vous apporte un partenariat avec la fédération et les échanges que l'on peut avoir ensemble et à développer prochainement? Je trouve qu'un partenariat, c'est toujours vraiment bénéfique des deux côtés en termes de visibilité, puis de connaissance du marché, de partage aussi. Donc beaucoup de choses à développer aujourd'hui et demain. D'accord. Et pour conclure, est-ce qu'on pourrait présenter une des nouveautés en tant qu'appareil? Ah oui, Voilà, bien sûr, pour finaliser vous et voulez vous qu'on y remercier aille? de nous avoir reçus. Bonjour, chers interlocutrices et interlocuteurs. Nous sommes en présence de Nicolas chez DxO et il n'est peut-être plus nécessaire de présenter DxO comme éditeur de logiciels et de solutions graphiques en traitement d'image après vos prises de photos. Donc Nicolas, peux-tu nous parler des différentes solutions logicielles que vous présentez et que vous développez et que vous présentez spécialement sur le salon? Oui, tout à fait. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, DxO, comme tu l'as rappelé, est un éditeur de logiciels français qui existe depuis 20 ans maintenant et qui se consacre à éditer des logiciels pour les photographes. On a une gamme de produits qu'on peut couper en deux ou présenter en deux parties. Une gamme de produits pour les gens qui éditent des fichiers RAW, donc avec notamment Photolab, qui est notre vaisseau amiral, qui est actuellement disponible en version 9. Et puis satellite entre guillemets de Photolab, mais qui peuvent fonctionner sans avoir besoin de Photolab, deux logiciels très spécialisés, Filmpack, qui permet de recréer à partir de fichiers RAW ou de fichiers JPEG des fichiers qui ont une sensation argentique, donc en appliquant scientifiquement une méthode de recréation des films argentiques. Viewpoint, qui est un logiciel spécialisé dans la maîtrise des perspectives avec des outils innovants qui permettent de localement redresser les perspectives, donc notamment pour les gens qui font de la photographie urbaine ou d'architecture. PureRAW, qui comme son nom l'indique, travaille sur les RAW et vise à nettoyer les fichiers RAW et qui s'adresse à des gens qui ne souhaiteraient pas utiliser Photolab, qui voudraient continuer dans un flux de production avec des logiciels concurrents. Lightroom, pour ne pas le citer, par exemple. Il en adonne de Lightroom, voilà. d'ailleurs. Il est en add-on, tout à fait. Il en adonne de Lightroom, Photoshop également, mais aussi Capture One, Affinity, etc. Donc tous les logiciels qui gèrent des fichiers RAW. Et puis enfin, alors c'est pas le dernier né, puisque c'est PureRAW qui est le dernier produit, qui est disponible en version 5 actuellement. La Nik Collection, qui a une longue histoire, bien plus longue que DxO, puisque la Nik Collection a été créée il y a une trentaine d'années par une société allemande, reprise par Google et enfin rachetée par DxO il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans maintenant, de manière à permettre aux gens qui souhaitent utiliser notamment Photoshop, pas uniquement, mais notamment Photoshop,
eh bien, d'avoir des outils qui sont dédiés à la photographie et la capacité à gérer du noir et blanc, de la couleur, des ajustements locaux, etc. Voilà en gros notre gamme de produits. Alors souvent la question des adhérents, c'est gérer la bibliothèque. Alors est-ce que DxO propose quel est le logiciel le plus dédié pour gérer sa propre bibliothèque de photos avant traitement ou après traitement? Alors la gestion de la bibliothèque ou la gestion des photos, c'est un sujet qui est récurrent. Alors moi je suis moi-même un ancien photographe professionnel. Pendant 15 ans j'ai fait de la photographie pro avec des dizaines de milliers d'images. Je suis un amateur photo aussi, je fais de la photo depuis que je suis tout petit. Et on se pose toujours cette question de savoir où est-ce qu'on range nos photos et puis comment on les gère. Donc aujourd'hui c'est Photolab qui répond à cette question avec un module qu'on appelle le module bibliothèque, tout simplement. Et on a une approche très pragmatique. Nous on dit les photographes savent ranger leurs photos sur leur disque dur. Ils savent faire des dossiers, des sous-dossiers. Et on propose dans le module de bibliothèque de Photolab la capacité de mettre des étoiles, mettre des couleurs, mettre des champs IPTC, enrichir avec des tags, etc. Donner des priorités. Donner des priorités au répertoire et puis également avoir une surcouche d'organisation si nécessaire avec ce qu'on appelle nous des projets ou des groupes de projets et des sous-projets. Et donc ça permet, par exemple, si on a toutes les photos de l'année sur le répertoire 2025, de sélectionner un ensemble de ces photos pour dire ça ce sont les photos de vacances, et puis dans les vacances, il y a les vacances en Thaïlande, il y a les vacances à Orléans, etc. etc. Donc nous c'est comme ça qu'on appréhende ce modèle-là, et on le veut le plus ouvert possible, et surtout ne pas dépendre d'une solution tierce, et notamment sur abonnement, qui fait que si on arrête de payer, on peut plus gérer ses photos. Voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne. C'est complètement libre. C'est totalement ouvert. Oui. Et une dernière question, l'IA. Oui. Comment DxO voit l'arrivée de l'IA et l'introduction de l'IA au sein de ses développements? Alors, l'IA chez nous, on l'a pas vu venir, on l'a anticipé et on a été le premier éditeur de logiciels photo à intégrer l'IA et en l'occurrence une discipline très particulière de l'IA qui s'appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond, pour gérer la couche de dématrissage, débruitage. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce serait un petit peu long, mais en gros, dématricer une image et débruiter une image sont deux opérations qui, si on les enchaîne, opération A d'abord, opération B d'abord, ou opération B d'abord, opération A d'abord, engendrent des effets de bord qui sont assez nocifs. Et donc nous, on a fait le choix, il y a 5 ans maintenant, d'introduire une technologie qui s'appelle Deep Prime, qui permet, avec un réseau de neurones, de débruiter et dématricer en même temps. Donc ça, c'est l'IA il y a quelques années. L'IA est arrivée également cette année dans Photolab 9, avec la capacité de demander à une IA de faire des sélections, donc automatiques, donc ce sont les masques IA, de manière à faciliter le flux de travail, le rendre plus rapide, tout en laissant le contrôle total à l'utilisateur d'utiliser d'autres technologies, je vais dire plus traditionnelles, mais qui ont fait leurs preuves, pour affiner ses sélections ou ne pas faire des sélections avec l'IA. Donc nous, on ne voit pas l'IA comme une menace, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Nous, on dit l'IA, c'est un outil. Comme tous les outils, il faut les adapter, les mettre au service des gens, que ce soit clair, que ce soit lisible, pour faire en sorte que le flux de travail photographique soit amélioré. Bon, chers auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous sur le site de DxO afin d'aller voir plus en détail chacune des solutions adaptées à vos besoins. Merci. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Bon salon et merci bien. Bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous nous retrouvez là maintenant sur le stand de Tentenal, en présence de Ibrahim de Feeder, de la société Feeder, qui distribue les cartes EIZO et Wacom. Bonjour Ibrahim, peux-tu nous dire ce qui est mis en avant chez EIZO dans un premier temps, et ensuite sur Wacom, et rappeler un petit peu à quoi sert une table graphique, et puis les fonctions spécifiques. Ibrahim, je te laisse la parole. Alors, donc Feeder, c'est un distributeur à valeur ajoutée qui a à peu près 43 ans d'existence. Donc on bosse notamment sur différents projets avec plusieurs gammes de produits, notamment sur EIZO. Donc EIZO, en fait, on est distributeur officiel de la marque EIZO sur la France et l'Afrique francophone, ainsi que Wacom. Donc en fait, ces produits, on va les retrouver notamment en fait sur plusieurs divisions, que ce soit la division médicale, art graphique, que ce soit médical, art graphique ou l'industriel. Donc on a plusieurs domaines d'activité, notamment
On a plusieurs domaines d'activité, notamment donc tout ce qui est marchés verticaux, par exemple dans le médical, sur la radiologie, le bloc opératoire. Et on retrouve aujourd'hui donc des écrans, donc tout ce qui est Creative Works, où là on va travailler sur différents marchés verticaux, que ce soit pour l'architecture, que ce soit pour la post-production, ou alors que ce soit aussi pour la retouche photo comme on est présent aujourd'hui. Voilà, donc pour les grandes nouveautés qu'on va retrouver chez ISO aussi cette année, on va retrouver donc tout ce qui est écran, donc les Color Edge de chez ISO. Donc là c'est le 319X, donc c'est un écran qu'on va beaucoup utiliser dans la vidéoproduction, dans la post-production, donc avec des connectiques qui sont très très intéressantes, que ce soit le DCI, 4K, etc. Et donc la particularité de ces écrans, c'est qu'on a en fait la sonde de calibration qui est dans l'écran et qui permet en fait de pouvoir donc garder son écran dans le temps. Qu'est-ce que ça apporte en plus? La sonde de calibration en fait permet de pouvoir garder son écran dans le temps, puisqu'en fait l'écran va avoir une durée de vie entre guillemets limitée. Donc il va dériver dans le temps. En fait, les colorimétries qui vont être dans les écrans vont dériver dans le temps. Et la force, donc la principale force de cette sonde de calibration, c'est que ça permet de pouvoir remonter les couleurs des écrans et de pouvoir comment je pourrais dire ça, de pouvoir corriger les erreurs qui vont subvenir dans le temps. On a aussi la sonde de calibration qui est fournie avec chaque color edge qui sont fournis ici. Donc cette casquette permet en fait de pouvoir limiter tout ce qui est reflet, en plus de la dalle mat qui permet donc vraiment de pouvoir éviter tous les reflets qu'on va pouvoir retrouver dans la lumière ambiante dans notre environnement principal. Donc on a un logiciel qui est fourni avec qui s'appelle, je vous montre, on pourra en parler après. J'ai un logiciel qui est fourni avec qui s'appelle Color Navigator justement, qui permet de pouvoir faire donc ce travail sur la colorimétrie. Donc voilà, donc c'est surtout ce qu'on va retrouver chez ISO. Les principales forces d'ISO, ça va surtout être sur la qualité japonaise, puisque les écrans sont fabriqués au Japon, et tout ce qui vient en rapport avec l'écran. Donc c'est-à-dire que vous avez la sonde de calibration, vous avez la casquette et les dalmat, LCD, etc. On travaille aussi donc avec la marque Wacom, donc qui elle vient en complément de la marque ISO. Pourquoi ça? Parce qu'en fait ce sont des tablettes graphiques sur lesquelles vous allez pouvoir en fait vraiment dessiner comme vous le souhaitez, et c'est vraiment plus ergonomique que si vous travaillez sur une souris où mécaniquement c'est compliqué de pouvoir en fait gérer la retouche photo. Là vraiment l'avantage en fait de ces technologies, c'est que vraiment avec un stylet on va vraiment pouvoir venir dessiner sur la tablette, et c'est vraiment beaucoup plus comment je pourrais expliquer ça, c'est plus ergonomique, c'est plus fluide et vraiment beaucoup plus précis. Voilà, donc après, selon comment vous utilisez le stylet, vous avez la possibilité en fait, donc via le stylet, vous avez en fait la possibilité de pouvoir venir chercher quel angle vous allez vraiment pouvoir utiliser sur la tablette, et qui permet en fait, par exemple, donc comment vous travaillez, de pouvoir vraiment en fait choisir comment vous voulez en fait appliquer votre pinceau, comme si vous utilisiez un vrai stylo en fait. Donc par exemple, vous avez la possibilité juste de faire un tout petit trait comme ça, qui est vraiment très léger quand vous venez appuyer. Et si vous appuyez vraiment très fort, vous avez le trait qui va vraiment être beaucoup plus prononcé sur la tablette. Voilà. Donc c'est ce qu'on présente aujourd'hui chez ISO à peu près. Donc voilà, on a donc via le partenaire Tetonal sur ce salon des tarifs qui sont quand même assez intéressants. Donc ça dépend de comment vous souhaitez vous positionner, et peut-être que ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Je sais pas si vous avez, si tu as des questions sur lesquelles tu voudrais travailler. Ouais. Effectivement, la saisie sur la tablette est plus naturelle et ergonomique qu'une saisie à la souris. Au niveau aujourd'hui des partenariats, donc vous avez un partenariat et vous retrouvez les offres qui sont faites à ISO et Wacom au travers des différents distributeurs de la société. Exactement. Donc, Ibrahim, je te remercie, je te souhaite Merci une à toi. bonne fin de salon. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Bon, chers adhérentes, toujours dans la continuité de la visite du salon 2025, salon de la photographie, nous sommes en présence de Fabrice de chez Sony, qui va nous parler des produits phares au cours de ce salon, de la tendance du marché au niveau de Sony, et aussi de l'implantation de l'IA sur les boîtiers et leur influence. Ça fait beaucoup de questions. Alors la première question,
merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui par Alors, Sony? Quel est l'appareil phare ou la technologie qui est présente On mise en avant? a beaucoup d'appareils phares, c'est très difficile de dire qu'on n'a qu'un seul boîtier. Voilà. On a sorti il y a un peu plus d'un an des boîtiers très pro avec l'Alpha 9.3, le Global Shutter. Donc bien sûr, on parle de Global Shutter, surtout aussi comme une technologie d'avenir. On est un peu précurseur là-dessus. L'Alpha One 2 en boîtier pro. On va parler des petits boîtiers comme celui-ci, des Alpha 7C, 7C2, 7CR, parce que c'est quand même une différenciation qu'on a par rapport à tout un tas d'autres marques sur des boîtiers plein format, mais vraiment nomades, vraiment petits, toujours avec la même qualité d'image, et ça plaît beaucoup. On va parler bien sûr du RX1 Mark III. Voilà, la tendance, c'est que c'est aussi à un moment donné de s'alléger. Donc on parle technologie, on fait des conférences là-dessus pour montrer à quel point voilà, Sony peut apporter des choses différentes et toujours à l'avantage du photographe ou du vidéaste, bien sûr. Et donc voilà, donc sur le salon, on a beaucoup de choses. On a des téléobjectifs, on a... Ça va? Je suis en train de filmer là, ils sont en train sur la table. Alors, ça sera coupé ou pas après? Salut Laurent, ça va? Bon, c'était Laurent Baheux qui est passé derrière. Comme vous voyez, on est en direct du Voilà. salon, donc des peut-être un intermède non prévu, Voilà. mais on reprend. Donc, on a bien sûr un pôle téléobjectif. On a quand même 80 objectifs en gamme aujourd'hui, donc il faut qu'on les monte. Oui, Il faut qu'on explique lesquels choisir. Parce qu'en fait, le problème, c'est bien d'avoir une grande gamme. On est ravi d'avoir plein de produits. Mais il faut que chaque utilisateur, photographe, vidéaste, puisse comprendre lequel va être vraiment son partenaire pour les 5-10 ans qui arrivent. Et en fonction de ses besoins. En fonction, En fonction de ce qu'il fait, en fonction du poids du sac à dos qu'il souhaite avoir, en fonction du budget. Voilà, donc on apporte cette explication-là du mieux qu'on peut, par des conférences, par des formateurs qui sont là et qui sont experts Sony. Et on est ravis de cette édition du salon qui commence très bien, parce que je trouve que même hier on était jeudi, il y a plein de monde, aujourd'hui il y a plein de monde. Ça se passe très bien. Et donc une dernière question sur l'arrivée de l'IA dans les boîtiers, dans les traitements d'images. Alors, comment Sony aborde la chose? Alors, l'IA nous envahit partout. Oui, d'accord, on en entend partout dans les médias. Une grosse problématique, je dirais de façon générale, ça va être la recherche de la vérité sur l'IA. Chez nous, chez Sony, l'IA, elle intervient au service du photographe essentiellement sur la mise au point. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, et je vous invite à aller voir sur YouTube, aller voir Sony IA. Sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, il y a une interview qui date de 1960 au Christian College de Masaru Ibuka, qui est un des cofondateurs de Sony. On parle d'une vidéo de 1960, où déjà en 1960, il disait « il va nous falloir des cerveaux artificiels parce qu'on a trop de données à traiter ». Donc l'IA, en fait, ça nous inonde, mais ça date pas d'hier. Ce sont des algorithmes bien conçus. Ce sont aussi des grosses puissances de calcul. Et chez nous, ça sert à faire en sorte que les photos soient nettes la majorité du temps. Et de plus avoir, on va dire, de la chance d'avoir une photo nette, mais on a plutôt le mauvais hasard de trouver une photo floue. Voilà où on en arrive aujourd'hui. Merci Fabrice, et je vous donne à tous rendez-vous sur le site de Sony afin d'aller retrouver plus de détails sur chacun des appareils et des objectifs qui nous conviennent.